On vous avait déjà proposé un hors-série consacré au DJI Spark. On va parler maintenant de son petit frère, si vous le voulez bien. Évidemment, dès qu'on vous parle de DJI, vous avez compris qu'il s'agira de drones dont on va vous parler avec notre petit camarade. Cette fois-ci, c'est l'autre Sébastien, puisque le Spark, c'était Sébastien avec les cheveux, et c'est le Sébastien sans les cheveux qui va nous parler du DJI Mavic Air. Sébastien, c'est le petit frère du Mavic Pro, hein, le cousin du Mavic Spark, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la famille des drones DJI, quoi. Voilà, c'est ça, c'est dans la gamme grand public. Ils viennent de sortir ce nouveau petit drone qui est plus petit que le Mavic Pro, qui est en même temps plus petit que le Spark, ouais. Si on le regarde replié, mais en même temps qui donne des performances assez impressionnantes. Tu as, c'est juste pour du loisir, toi, que tu l'as, ton drone, tu vas pas en faire un usage professionnel ou semi-professionnel, parce qu'on voit ça de plus en plus, hein, des gens qui se disent, tiens, je vais m'acheter un drone parce que je fais un peu de vie, je suis vidéaste, je fais de la vidéo, et puis ça peut me servir dans mon boulot. Je pense par exemple aux agents immobiliers qui peut leur permettre comme ça d'avoir des visions en hauteur d'un bien, ou des gens qui sont dans d'autres domaines, des jardiniers, etc. Toi, c'est vraiment pour le loisir, quoi, en gros. Hein. Alors, c'est vraiment pour le loisir, pour prendre des vidéos sympathiques, etc. Mais vraiment, allez, j'en ai pas une utilisation professionnelle. Je vends pas des vidéos d'ouvrages d'art ou de choses comme ça voilà. avec mon prix avec mon drone. Mais par contre, allez, après l'avoir testé un petit peu, après l'avoir utilisé, je dois dire que, à mon avis, il y a pas mal d'utilisations. Tu parlais des agences immobilières et des choses comme ça, pour lesquelles ça suffit amplement. Hein, la qualité et en même temps la praticité du truc fait que, voilà, dès qu'on tape dans des fantômes ou des trucs un peu plus gros. Ouais. Semi-pro voire pro, c'est des gros bazars à manipuler, ça prend énormément d'espace. Oui, ça fait des images d'une qualité incroyable, mais le rapport praticité-qualité, il est pas forcément intéressant tout de suite, quoi. Donc, je pense que franchement, pour pas mal d'utilisations, même pro, ça peut faire beaucoup de sens. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails ici. Je rappelle aussi qu'il y a une législation. Alors, ça dépend des pays. Donc, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, vous allez avoir des législations sans doute différentes par rapport à l'usage que l'on peut faire de ces appareils-là. Comme il est le plus petit, en tout cas pour la Belgique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est utilisable quasiment dans tous les cas de figure, ou il y a encore des restrictions? Alors, effectivement, il est très petit, donc en termes de poids, etc., on est en dessous de pas mal de limites. Maintenant, le fait est qu'en Belgique, typiquement, il y a des réglementations. J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que, par exemple, tant que tu voles sur un espace privé, ça se pose pas de souci. Par contre, dès que tu vas être sur un espace public, théoriquement, il faut une licence, il faut des choses comme ça. Alors, les premières licences sont pas excessivement chères, c'est une petite centaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Mais dès que vous voulez voler sur des espaces publics à haute altitude, etc., c'est assez compliqué. Oui. Les licences sont beaucoup plus chères. Maintenant, il y a un truc qui est sympa, c'est que dans l'application DJI, pour tout ce qui est survol, il cartographie toutes les zones de vol et notamment les zones de vol interdites. D'accord. Donc les aéroports, les centrales, les choses comme ça, les zones militaires, etc. Et donc il vous avertit quand vous vous apprêtez à voler dans un endroit qui est pas autorisé, quoi. D'accord. Ok. Bon, on se doute bien évidemment qu'il y a des endroits centrales nucléaires, les aéroports, les aérodromes, des choses comme ça. Ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop, et on comprend bien pourquoi. Donc il y a des limitations, il faut se renseigner, il faut se documenter pour être dans la légalité. Évidemment, on se doute bien qu'on va pas beaucoup aller vous embêter si vous êtes au milieu des champs ou au milieu des bois, si vous respectez tout de même, parce qu'on peut être aussi en bout de piste d'un petit aérodrome, hein, soyons clairs, c'est pas n'importe où il faut pratiquer ce genre de choses. C'est un peu le même genre de réglementation qu'il y a toujours d'ailleurs sur les modèles réduits, quoi, sur les avions télécommandés, comme on dit. Donc on est dans le même genre de difficultés, enfin de problématiques, entre guillemets. Donc voilà, on passe peut-être ce côté-là. Vous vous renseignerez de votre côté. Par ailleurs, l'appareil en lui-même, la mise en œuvre, facile, pas facile. On se rappelle que Sébastien avait eu quelques soucis de batterie, par exemple, quand il avait mis en route son Spark. Est-ce qu'on a ce genre d'écueil avec cet appareil-là ?
Alors au niveau de la batterie, on est sur 21 minutes en vol d'autonomie. J'ai testé cet après-midi, en fait, ce matin, pardon, la durée de vol. En fait, le truc, c'est que dès que la batterie passe en dessous de 25%, je crois, il vous bip dans les oreilles, c'est insupportable. Enfin, il n'y a pas moyen de l'enlever en plus. Donc c'est vraiment atterri, tu prends un risque. C'est ça, donc de fait, on va pas jusqu'au bout de la batterie. Je crois que j'ai dû voler à peu près un quart d'heure, voilà, en shootant en 4K en permanence et en montant aussi à haute altitude, sachant que ce matin il y avait du vent, donc je pense qu'il a dû mouliner un petit peu plus pour résister. Mais donc voilà, au niveau de la batterie, il vous avertit clairement, vous pouvez pas vous retrouver en rade. Et quand bien même vous épuiseriez complètement la batterie, il y a un vol, il y a un mode retour à la maison. Donc il se contente pas comme certains anciens drones. J'avais les premiers Parrot Air Drone. Quand il arrivait au bout de la batterie, il se posait. Où qu'il était, il s'en foutait, il se posait. Là, évidemment, il y a le mode retour à la maison. Donc il va il va garder suffisamment de batterie pour revenir à la maison et pour venir se poser là où il a décollé, en fait. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Surtout quand on vole au-dessus de l'eau. ou simplement qu'on l'a perdu de vue, parce que franchement, au niveau des capacités de vol, j'ai pas testé, mais j'ai lu qu'il pouvait monter jusqu'à 5 km, quoi. Oui, quand même, donc là et puis même au niveau de la distance et tout, on le perd assez vite. Il y a un mode de vol aussi au GPS, c'est-à-dire qu'on peut pointer un endroit sur un horizon par exemple, et puis il y va tout seul. Donc on n'est pas obligé de rester à vue du truc. Et en plus, avec le contrôleur qui est livré avec, donc ce petit machin là, on peut se connecter directement en radiofréquence avec le drone. Donc c'est pas, il y a deux modes de connexion. Il y a un mode de connexion Wi-Fi où il se connecte directement au téléphone en Wi-Fi avec un réseau dédié. Et puis il y a ce mode avec le contrôleur en RF. Et là, il peut aller assez loin. Enfin, les antennes sont assez puissantes, etc. Donc quand on le perd comme ça, il vaut mieux qu'il y ait le mode de vol automatique. Il vaut mieux, oui. Je pense d'ailleurs que dans la législation, il y a cette problématique aussi je reviens là-dessus 2 secondes, mais la problématique du vol à vue. Enfin, normalement, on est obligé de faire du vol à vue. Normalement, on ne peut pas programmer son drone pour aller à Perpète-les-Oies et revenir sans qu'on le contrôle finalement. C'est ça. Il est autonome dans ce cas-là. La télécommande, c'est une espèce de télécommande de PlayStation, hein, en gros, avec deux petites manettes, des boutons. C'est ça. C'est relativement simple à mettre en œuvre aussi, j'imagine. Donc la façon dont ça se présente, voilà, c'est un petit package assez compact. Là, vous avez les antennes qui sortent comme ça, et puis en dessous, vous avez deux petits machins qui sortent comme ça, et qui permettent en fait de glisser le téléphone qui se branche sur le côté. Là, il y a un petit câble dédié. Alors c'est livré avec des câbles pour plein de téléphones différents, de l'USB-C, du Lightning, etc. Et en plus, donc vous avez les petits pitonios pour mettre sur les pads qui se rangent directement dedans. Donc le packaging est assez bien fait, c'est assez et sur la manette, donc en plus des mécanismes de contrôle, on va dire, pour l'altitude et les différents axes, vous avez des boutons au-dessus pour la prise de vue, donc pour déclencher la vidéo, pour déclencher l'audio et même pour zoomer. Donc c'est assez bien foutu. Donc oui, on peut quand même agir sur la caméra embarquée de différentes manières. Alors justement, on peut en parler de la caméra parce que finalement, ce qu'on aime bien aussi, c'est voir voler son drone, mais ça, une fois qu'on l'a vu voler, c'est bon. C'est ce qui va ramener comme image qui est intéressant. En quelle qualité on filme avec le Mavic Air ? Alors on peut aller jusqu'en 4K, ce qui est donc en fait il shoot à peu près la même qualité que sur le Mavic Pro, donc le grand frère, tout en étant plus petit comme je disais que le Spark. Donc caméra 4K et en plus gimbal, donc c'est-à-dire un stabilisateur mécanique sur 3 axes. Donc la vidéo est vraiment hyper stable. Quand bien même il y a du vent et que il est un petit peu secoué, il essaye de stabiliser l'image, c'est vraiment impeccable. Et au niveau de luminosité contraste, c'est pas mal. Alors j'ai pas pu juger vraiment bien ce matin parce que la lumière était un peu pourrie, mais sinon les images sont de très bonne qualité quand même. Ce qu'on reproche souvent à ce type d'appareil, c'est l'objectif grand angle, tu vois, qui donne cette espèce d'impression de grand angle, mais qui déforme quand même pas mal l'image. Là, on a vraiment un horizon très très courbe, et souvent c'est ça qu'on critique parce que ça fait des images avec un rendu certes un peu fun, un peu etc., mais qu'on voit partout en gros. Hein. C'est ça. C'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il y a des possibilités de changer ce paramètre, comme par exemple sur certains GoPro, par exemple ?
Alors j'ai pas trouvé ce genre de paramètres-là. En même temps, j'ai pas trouvé que l'image était particulièrement courbée ou quoi. Je pense que elle est dans la norme. Après, honnêtement, je suis pas spécialiste photo, vidéo, etc. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas des critères que je regarde très attentivement. Mais vu les capacités de customisation dans l'app, ça m'étonnerait pas que ce soit là. Je vérifierai. Sinon, comment t'as trouvé j'allais dire le gameplay, mais c'est plus la sensation. La mise en œuvre a été facile. T'as pas dû bouquiner, aller sur Internet pour avoir des renseignements. Tiens, comment ça marche, ce truc ne fonctionne pas ou fonctionne mal ou est-ce qu'il y a eu ce genre de choses? Parce que je me rappelle, Sébastien, l'autre, avait dû quand même un petit peu chercher pour savoir dans quel sens il fallait mettre les trucs, comment ça se branchait. C'était pas si évident que ça, manifestement. C'était pas si ergonomique, entre guillemets. Alors là, sur le site de DJI, il y a une série de vidéos très courtes, de vidéos de 2-3 minutes, même pas, qui expliquent tous les aspects les plus importants pour la plupart, enfin moi, les premiers vols que j'ai faits, je les ai faits à l'intuition. Il n'y avait vraiment pas de trucs très compliqués. Vous avez un gros bouton décoller, vous appuyez dessus, vous confirmez, et le machin se met en l'air. Après, il faut juste choper à quoi servent les deux joysticks, parce que ça, justement, avant j'avais l'habitude de piloter juste au smartphone, ce qui est possible là aussi. Vous pouvez piloter sans le contrôleur, juste avec un smartphone. D'accord. Mais à ce moment-là, évidemment, vous n'avez pas le retour tactile et donc c'est un petit peu plus tendu, je dirais. Mais avec en fait, le joystick de gauche contrôle l'altitude et le yaw, c'est-à-dire la rotation sur l'axe vertical. Et le joypad, enfin le joystick droit, contrôle simplement l'attitude en avant, en arrière, gauche, droite. Donc c'est assez intuitif en final à piloter. Et non, j'ai pas eu de soucis particuliers par rapport à ça. Parce que il y a des drones maintenant. Il y a même des gens qui se fabriquent leurs propres drones. C'est la fête en kit avec des petits moteurs, des cerveaux, machin, etc. Où là, il faut avoir des compétences entre guillemets de pilote, je mets entre guillemets, mais où il faut le tenir en l'air. Il n'y a pas de contrôle d'altitude, il n'y a pas de, etc. Ici, en gros, il y a des aides pour tout. Je veux dire, Et ce qui est assez génial en plus, c'est que c'est progressif. Il y a un mode beginner qui est engagé par défaut au départ, qui en fait limite l'altitude à 20 mètres et il peut pas aller plus de 20 mètres autour de vous. Et en plus, tous les contrôles sont beaucoup moins sensibles. Donc même si vous y allez comme un bourrin sur le joystick, il va y aller doucement, quoi. Donc ça, c'est le mode vraiment beginner et clairement au début, je conseille de faire ça pour prendre le truc en main et essayer de comprendre. Bien évidemment, dans le mode beginner, il y a plein de modes qui sont désactivés, y compris les modes de prise de vue intelligente et de prise de vue automatique, etc. Est-ce qu'il y a les mêmes fonctionnalités? Il y avait le Follow Me, me semble-t-il, où on pouvait, où il ciblait donc quelque chose à filmer et restait sur cet objectif-là, quoi qu'il se passe. Ça existe aussi sur le R? Alors, il y a absolument tout. C'est juste incroyable. En plus donc il y a le Active Track, ils appellent ça, c'est-à-dire on active le mode, il repère la personne. On peut choisir la personne s'il y en a plusieurs, et on dit vas-y, suis cette personne. Et après, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire du vélo, du ski, du parapente, que sais-je. Et il va vous suivre, il va vous garder dans l'image. Ce que j'ai pas encore réussi bien à comprendre, c'est comment gérer justement le zoom et la distance, parce que il me suivait pour que je reste dans le cadre. Par contre, si je m'éloignais, il se rapprochait pas de moi. Donc, il y a encore des petits détails comme ça qu'il faut que je comprenne. Mais il y a ce mode-là. Il y a un mode profil où là, il va vous suivre, mais toujours en restant sur le côté. Donc ça, c'est génial pour vous filmer quand vous courez ou quand vous faites du vélo. Vous ne voulez pas qu'il se mette face à vous. Et il y a un mode spotlight, mais ça, j'ai pas encore bien compris la différence. Où il tourne autour de toi en te gardant dans l'image. C'est pas ça l'idée? Alors ça, c'est encore un autre truc. Je sais plus comment s'appelle ce mode-là, mais bon, bref, il y a plusieurs modes comme ça. Ils en ont même rajouté par rapport à ce qui existait dans d'autres drones. Il y a un mode effectivement boomerang, donc il se met face à vous, il est très près, et puis vous activez le mode et il va se mettre à tourner autour de vous, mais en s'éloignant. Et donc ça, c'est génial pour prendre une vidéo de soi devant un beau paysage ou devant un coucher de soleil ou des choses comme ça. Il y a des modes. Enfin, il y en a plein comme ça, des modes vraiment incroyables que j'ai pas tous testés parce que pour le coup, il faut quand même faire attention quand on utilise ces modes automatiques. C'est que le drone, il a un système d'évitement d'obstacles.
automatique, donc, mais qui est actif dans son champ avant, on va dire. Ah oui, d'accord. Donc si vous vous mettez dans un mode où il se met face à vous et du coup il vole sur le côté, en crabe, l'évitement, là ça va pas marcher des masses. Donc il faut mieux se mettre dans un espace dégagé quand on fait ça. L'évitement, il fonctionne comment? Il ralentit, il s'arrête, il monte, il descend, comment ça se passe? Il contourne. Et ça c'est assez incroyable. J'ai fait des vidéos où on voit le drone qui, j'ai fait des slaloms entre les arbres par exemple. Donc je me mets face à un arbre, je fonce droit dedans, et 1 mètre 2 avant, il se détourne et il passe à côté. Et j'ai testé aussi avec une petite cabane où je fonce droit vers la cabane et il a repéré que ça sert à rien d'aller à gauche ou à droite, donc il monte au-dessus. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a 8 caméras tout autour du drone. En plus de la caméra pour filmer, c'était plus des caméras infrarouges, je pense. Et donc, il fait des images en 3D de l'environnement. Et il est capable, comme ça, de détecter où sont les obstacles. Et si jamais il trouve pas un chemin qui correspond, il va juste se mettre en vol stationnaire et attendre les instructions. D'accord. C'est quand même malin, hein. Moi je trouve ça magique, je continue à être bluffé par ce genre de bidule, parce qu'en plus c'est quand même un condensé de technologie assez dense, de technologie et de développement aussi, hein, parce qu'il y a l'application qui va avec. Est-ce qu'il y a des applications tierces pour ce genre de drone sur les DJI, parce qu'il y a l'application dédiée, mais est-ce que d'autres développeurs se sont lancés dans des applications? On voit ça de temps en temps, par exemple pour des appareils photo, des choses comme ça. Est-ce que c'est le cas ici? Alors je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'application tierce. Honnêtement, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité parce que vraiment l'application DJI Go, elle est super bien faite. Elle est très détaillée et en même temps assez facile à prendre en main. Il y a tous les modes, toute la configuration nécessaire. Elle fait même du montage vidéo. D'accord. Donc quand vous prenez des images, il va bien sûr les stocker dans la mémoire de l'appareil. Alors la mémoire de l'appareil, c'est je crois 2 gigas de mémoire interne. En 4K, vous allez vite les exploser, je vais vous prévenir tout de suite. Et par contre, donc j'ai mis une carte micro SD dedans de 128 gigas, c'est vraiment pas un luxe. Et après, il stream aussi les vidéos sur le téléphone. Et donc dans l'application, il va vous faire des montages automatiques en mettant une petite musique de fond. Il prend des clips, il les met bout à bout. Et ça fait des petits montages. Mais là, pas en 4K, dans une version en HD, mais peut-être un peu plus compressée, parce que c'est quand même l'image transmise. Donc forcément, là... Donc là, je crois qu'il stream en 1080p, un truc comme ça. Ça peut être pas mal, effectivement, pour faire un petit partage rapide sur les réseaux sociaux et des choses comme ça, juste après un petit vol, pourquoi pas. C'est bien foutu, hein, moi j'adore. Très honnêtement, je trouve ça vraiment fabuleux. Est-ce qu'on s'ennuie pas après un moment, finalement? C'est parce que il y a tellement de trucs automatiques, machin. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas un peu lassé du truc en se disant, bah oui, j'ai fait une chouette prise de vue parce que j'étais à un chouette endroit, mais en même temps, l'appareil, je le connais, ça fonctionne, point barre, quoi. Je sais pas, quel est ton sentiment sur cette idée-là? Alors, je parlais du mode beginner tout à l'heure, il y a le mode normal, et puis il y a même un mode sport. Donc là, on peut, je crois qu'il va jusqu'à 65 km/h, un truc comme ça. Donc, on peut s'amuser aussi à faire du sport avec. Maintenant, clairement, je pense pas que ce soit la raison principale d'acheter un drone comme ça. Il y a des drones sportifs dédiés. Mais là, c'est vraiment, il faut le voir comme une caméra volante, en fait. Oui, c'est ça. Donc le but, c'est de faire des prises de vue, c'est pas de voler. Et puis on trouve des beaux endroits, on trouve des beaux angles, on fait un peu des effets cinématiques et des choses comme ça. Mais à la rigueur, tant mieux qu'il y a toutes ces aides au vol. Il faut bien voir que justement dans les plans cinématiques, il y a plein de possibilités de faire des trucs genre vol vers l'horizon, comme on disait, des mouvements automatiques avec des effets boomerang et tout ça. Tous ces trucs-là, c'est des choses que typiquement sont utilisées dans le cinéma ou dans la télé et qui coûtaient excessivement cher qu'on devait faire avec des hélicos. Et qui sont utilisés, même quand il s'agit de drones. Moi, j'ai déjà vu des gens pratiquer de la sorte où il y a un pilote pour le drone et un pilote pour la caméra. Il y a un cadreur, quoi. Il y a un type qui s'occupe uniquement de l'image et qui doit évidemment communiquer avec le type qui pilote, parce que des fois, il ne sait plus donc par rapport à l'avant, entre guillemets, du drone, où se situe la caméra, pour suivre un objet, pour zoomer dessus, pour faire des effets. Alors là, on est dans le drone professionnel, top niveau. Et évidemment, ici, c'est toujours que l'équivalent appareil photo versus la caméra broadcast professionnelle, quoi. C'est
ça. ça. Hein, c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est exactement ça. Et alors, on parlait de caméras, photos et des choses comme ça. Il y a un petit mode qui s'appelle le Smart Capture, je crois, qui est censé fonctionner. Alors, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé pouvoir le piloter à la main. D'accord. C'est-à-dire qu'on le met à 3, 4, 5 mètres devant soi et on fait certains gestes et il est censé reconnaître les gestes et en déduire des commandes. Du genre, on fait comme ça avec la main devant et on essaye de le faire décoller. Alors, moi, je me suis retrouvé à faire le salut hitlérien pendant une bonne demi-heure et là, j'avais décollé. Donc, oui, je me rappelle de cet argument qui avait circulé au moment de la sortie en disant vous pouvez commander des selfies en faisant un geste, etc. Mais ça veut dire que sur tous les selfies, tu as le même geste. C'est ça. Sur tous les selfies, tu fais comme ça. Quoi. Comme ça, ou enfin voilà. C'est ce qui est quand même un petit peu crétin comme argument de vente, je trouve, par rapport à ce qu'offre par ailleurs ce petit appareil. Son poids, parce qu'il y a eu le côté, parce qu'on parle d'appareil photo, ça doit être quand même transportable. Si on veut s'en servir intelligemment et régulièrement, il faudrait pas que ça tienne dans une grosse malle ou dans une grosse valise difficile à transporter. Donc j'imagine que c'est pas très très volumineux. Alors ça tient dans ce... Vous voyez le petit... oui, c'est comme une housse de toilette, quoi. C'est vraiment une petite trousse de toilette et tout tient là-dedans. Donc vous voyez, quand il est plié, ça donne ça, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment tout petit et c'est très simple à déployer parce que voilà, c'est juste les 4 bras qu'il suffit de déplier. Sur les côtés ou en dessous. Alors il y a 2 mécanismes différents. Il y a les pattes avant qui se déploient comme ça et les pattes arrière qui se déploient en tournant. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment très très petit. C'est assez léger maintenant avec la batterie, évidemment c'est un petit peu plus lourd. Et moi ce qui m'a surpris surtout, c'est que quand il est en fonctionnement, il y a des ventilateurs dedans qui turbinent un peu parce que bon, à mon avis, ils ont cramé tellement de technologie dans le même package que ça doit chauffer un peu à l'intérieur. Ouais, donc il doit se ventiler, pépère. Ouais. Mais c'est quand même assez portable. Ouais. Et il est dans le kit de base, il est livré avec ce carrying case, comme ils appellent ça, avec 4 hélices, avec 2 joysticks de rechange au cas où vous en perdez parce que c'est tout petit. Ouais. Et avec une seule batterie. Mais moi, je vous recommande vraiment, si vous avez le budget, de jeter un œil aussi au mode Fly More, comme ils appellent ça, enfin le package Fly More, dans lequel vous avez des hélices supplémentaires, vous avez 2 batteries supplémentaires, et surtout, vous avez le sac de voyage dans lequel vous pouvez tout mettre. D'accord. Donc là, il y a le drone, les batteries, tout va dedans. Alors, là-bas, le contrôleur aussi. T'as lancé le mot budget. Alors, parce que tout se paye évidemment, mais ici c'est le plus petit, je pense, des modèles de chez DJI. Faut voir, enfin faut relativiser par rapport aux autres appareils aussi, mais quid du budget? Alors dans le package de base, on est sur 850 €. Ah oui. Et dans le package Flymore, je crois qu'on est à 1050 €, donc 200 € de plus. D'accord. Ce qui pour moi les vaut, parce que franchement les accessoires qui sont dedans, je regrette en fait de pas avoir pris le mode Flymore parce que avec plus de batterie et puis surtout le sac de voyage qui individuellement est hors stock pour l'instant, donc donc en Flymore vous l'avez encore et donc voilà, c'est à peu près les budgets et bien sûr vous avez tous les accessoires et des pièces de rechange, etc., qui sont disponibles sur le site. Mais il y a des actions, de temps en temps il faut se renseigner sur les sites spécialisés, etc. De temps en temps il y a des petits coups, des actions, des soldes ou des choses comme ça, enfin c'est pas vraiment des soldes, mais je me rappelle que c'était notre autre passionné de drone, Xavier, qui lui avait acheté le Mavic Pro et était tombé sur une action un peu particulière qui lui permettait d'avoir la fête en kit entre guillemets pour moins cher. Alors évidemment, soyons clairs, c'est cher. Enfin, c'est cher. C'est pour ce que c'est, je le disais, c'est un concentré de technologie, etc., de développement, mais ça reste quand même un jouet coûteux, quoi. Il faut être très clair avec ça, quoi. C'est un gadget qui est assez coûteux. Maintenant, encore une fois, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Le genre de technologie que vous avez là-dedans, je veux dire le tournage en 4K, tous ces effets de caméra, etc. Avant, il fallait forcément un drone pro style Phantom 4 ou au-dessus pour avoir ce genre de choses. Et là, on est sur des drones qui coûtent plus de 2000 €. Ouais. Donc et encore, je veux dire, je parle même pas de tous les effets cinéma qu'on peut faire avec, qui là nécessiter carrément des gimbals sur grue et des choses comme ça. Donc voilà, on est vraiment dans un rapport, à mon avis, performance-prix qui est assez imbattable et effectivement qui en plus
reste accessible et facile à piloter. C'est pas quelque chose qui demande un niveau incroyable en termes de pilotage. Je pense que, comme on l'a dit aussi, enfin comme on l'a évoqué, c'est plus un objet pour des passionnés d'image que pour des passionnés de modélisme, quoi. Faut être très clair là-dessus. Hein. Je pense que les passionnés de modélisme, ils vont aller sur des choses plus fabriquées maison, avec moins d'aide au vol, enfin au pilotage, etc. Donc plus peut-être aussi dans la compétition, hein, comme tu l'as un peu évoqué là tantôt. On voit ça maintenant en indoor aussi, maintenant des compétitions avec des circuits. Enfin c'est juste incroyable parce que là ça va vraiment très très vite. C'est pas du tout le même exercice, hein, soyons clairs. Donc on est vraiment sur des vidéastes très avertis, hein, qui sont prêts à mettre 1000 boules dans un appareil photo ou dans une caméra. Ici c'est une caméra volante. C'est ça en fait l'idée. C'est exactement ça. Et encore une fois, j'insiste, il y a ce fameux mode sport qui, en plus, à mon sens, c'est un peu trop accessible. Hein. Donc sur le contrôleur, vous avez juste un bouton à zipper et hop, il passe en mode open bar. Vous avez tous les contrôles. Il n'y a plus d'assistance. C'est un peu comme sur certaines voitures, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est le bouton tentation. Allez, appuie. Mais bon, là, j'ai pas encore osé tester. Je me sens pas assez à l'aise avec ça. Et bon. Il faut bien voir qu'en plus, là, évidemment, les contrôles dépendent de comment le drone est orienté. Bien sûr. Donc, dès qu'il est un peu loin de vous ou qu'il vous fait face, par exemple, tous les contrôles sont inversés. Donc, ça demande quand même un exercice de réflexion ou d'intuition. C'est ça, il faut s'adapter, savoir le piloter à haute vitesse dans ces contextes-là. Ça, je pense qu'il y a pléthore de vidéos sur YouTube qui montrent des gens qui pilotent comme des dieux, ce genre de trucs à distance avec des casques immersifs, etc. Je sais pas si c'est une option en fait qui existe pour le Mavic, ça, le casque de réalité virtuelle en gros, mais on voit ce que voit le drone. Alors, si vraiment vous voulez aller sur ça, il y a effectivement, donc il est compatible avec les DJI Goggles. Donc c'est un casque de réalité virtuelle en fait qui est compatible avec tous leurs drones comme ça. Et donc vous pouvez aussi le piloter en première personne. D'accord. Donc voir ce que la caméra voit. Et puis je crois aussi il y a un mode où quand vous tournez la tête, ça tourne la caméra, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est assez bluffant. Et il y a même un combo, donc un pack au-delà du Flymore. Je crois que c'est à 1600 €. Vous avez les DJI Goggles qui sont avec. Vous avez tout, quoi. Là, vous pouvez vous la péter. Là, oui, c'est ça. Là, on vous retrouve plus, quoi. Le truc, c'est qu'avec les lunettes machin, il faut pas se déplacer soi-même, hein, parce qu'on peut très bien très vite se retrouver au milieu de la route. Faut pas courir derrière. Non, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. C'est un retour d'expérience, hein. C'est pas un test comme on a l'habitude de le dire, mais je préfère le préciser une fois de plus. Après le retour d'expérience sur le DJI Spark, ici le Mavic Air, qui est le plus petit dans la gamme, mais pas le moins cher nécessairement. Hein. C'est pas une question de prix que nous proposait Sébastien. Merci beaucoup, Seb, pour ce retour d'expérience. Et si vous, de votre côté, vous avez des questions à poser, ou des remarques à formuler, ou vous-même une expérience à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire, que ce soit sur notre site lestechno.be ou en dessous de la vidéo, parce que ça existe aussi en vidéo, oui, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, on se retrouvera très prochainement. Je rappelle que Sébastien est aussi notre spécialiste blockchain. Donc, comme quoi, on ratisse large, entre guillemets, dans tout ce qui est technologique. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.